Le silence n'était pas une absence de bruit, mais une parure de luxe dans l'appartement de Camille Roche. Situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien du 7e arrondissement de Paris, l'espace respirait une réussite froide et calculée. Ce soir-là, la lumière dorée des lampadaires de la rue se reflétait sur le parquet en chêne massif ciré jusqu'à l'obsession. Camille se tenait devant le miroir vénitien de l'entrée, ajustant une boucle d'oreille en diamant. À 32 ans, elle était l'image même de la femme qui avait tout conquis. Une carrière d'architecte d'intérieur encensée par la presse, un mariage envié et une allure qui commandait le respect sans jamais avoir à hausser le ton. Pourtant, sous le fard à paupières de soie, ses yeux trahissaient une fatigue que seul le miroir connaissait. Est-ce là tout, pensa-t-elle un bref instant, une pensée fugace qu'elle écrasa immédiatement sous un sourire de façade, alors que Xavier, son mari, entrait dans la pièce. Xavier Lantier était l'accessoire parfait pour une femme de son rang, un chirurgien esthétique dont les mains ne tremblaient jamais, dont le sourire était aussi blanc que les murs de sa clinique privée. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Le contact était chaud, mais Camille ne put s'empêcher de noter la précision chirurgicale de son geste. C'était une étreinte qui ressemblait davantage à une vérification de la qualité d'un produit qu'à un élan d'affection. « Tu es sublime, Camille », murmura-t-il à son oreille. « La soirée va être un triomphe. Tout le gratin de l'architecture sera là. »« Je n'ai pas besoin d'un triomphe, Xavier. J'ai juste besoin que tout soit parfait, » répondit-elle d'une voix cristalline. « Avec toi, c'est la même chose. » Il s'apprêtait à partir pour le vernissage de la nouvelle exposition de design que Camille avait orchestrée. C'était le point culminant de 2 ans de travail acharné. Mais le destin, ou peut-être la malédiction familiale, ne l'entendait pas ainsi. La sonnerie de l'interphone retentit, une note discordante dans l'harmonie de leur soirée. Camille fronça les sourcils. Le concierge savait qu'il ne recevait personne avant l'événement. Elle décrocha. « Oui ?»« Camille, c'est moi. Ouvre. » La voix était rocailleuse, empreinte d'une urgence qui fit froid dans le dos de Camille. Damien, son frère cadet, l'éternelle plaie ouverte de la famille Roche. « Damien, ce n'est vraiment pas le moment. Nous partons. » « C'est une question de vie ou de mort, Camille. Je t'en supplie. » Contre son meilleur jugement, sous le regard désapprobateur de Xavier, Camille pressa le bouton d'ouverture. Quelques minutes plus tard, Damien entrait dans le salon. L'élégance de la pièce fut instantanément souillée par sa présence. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et une sueur nerveuse perlait sur son front. Il dégageait une odeur de tabac froid et de panique. « Qu'est-ce que tu as encore fait, Damien ?» demanda Camille, croisant les bras sur sa robe de créateur. Damien ne regarda pas sa sœur. Ses yeux parcouraient la pièce, s'arrêtant sur les tableaux de maître, les vases en cristal, calculant sans doute la valeur de chaque objet. « J'ai besoin de ton aide, une opportunité, Camille, une vraie cette fois, une start-up dans la logistique verte. Si j'investis maintenant, je double la mise en 6 mois, mais il me manque un apport. » Camille laissa échapper un rire amer, un son sec qui résonna contre les murs hauts. Une opportunité ? Comme le casino en ligne l'année dernière, ou la ferme de crypto-monnaies qui a mystérieusement brûlé avec mes 10 000 €. « C'est différent, » cria Damien, faisant sursauter Xavier. « Cette fois, c'est sérieux. Il me faut 50 000 €. Tout de suite, ce soir, où je perds ma place dans le tour de table. » 50 000 €. Pour Camille, c'était le prix d'une cuisine sur mesure pour un client fortuné. Pour Damien, c'était le prix d'un mensonge de plus. « C'est non, Damien. » Le mot tomba comme un couperet. Damien sembla s'affaisser un instant, puis ses yeux s'injectèrent de sang. La supplication se mua dans une haine palpable. « Tu as tout, Camille. Tu nages dans l'or, tu achètes des appartements comme on achète du pain, et tu refuses d'aider ton propre sang. Qu'est-ce que maman dirait ?»« Maman dirait que je suis ton distributeur automatique personnel, » rétorqua Camille d'un ton savage. « Elle t'a élevé dans l'idée que le monde te devait tout parce que tu as bené d'un joli visage et aucune colonne vertébrale. Mais aujourd'hui, le guichet est fermé. Définitivement. » Xavier intervint, sa voix calme et condescendante. « Damien, je pense que tu devrais partir. Tu gâches la soirée de ta sœur. » Damien se tourna vers Xavier, un sourire dément sur les lèvres. « Ah, le bon docteur, toujours prêt à soigner les apparences. Tu crois qu'elle t'aime, Xavier ? Elle aime ton image, elle aime la perfection. Le jour où tu auras une ride ou une tache sur ta réputation, elle te jettera, comme elle me jette ce soir. » Camille sentit une pointe d'angoisse lui serrer le cœur, mais elle ne scia pas.
Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit en grand. « Sors !» Damien marcha vers la sortie, mais s'arrêta à sa hauteur. Il baissa la voix, un murmure venimeux que seule elle pouvait entendre. « Tu crois être en sécurité dans ton château d'ivoire, ma grande sœur, mais n'oublie pas, ce que tu as construit avec de l'argent peut être détruit avec un seul document. Tu regretteras ce nom, tu me supplieras de prendre ton argent demain. » Il sortit en claquant la porte. Un silence pesant retomba sur le salon. Camille tremblait légèrement, un micro-frémissement de ses doigts qu'elle dissimula en saisissant son sac à main. « Il est instable, » dit Xavier en vérifiant sa montre. « On ne devrait pas le laisser sortir dans cet état. »« Il est manipulateur, » corrigea Camille. « Il sait exactement quel bouton presser pour me faire culpabiliser. Mais cette fois, c'est fini. Je ne serai plus son esclave. » Ils descendirent jusqu'à la berline noire qui les attendait. La soirée au vernissage fut, comme prévu, un succès étincelant. Camille sourit à des centaines de visages, accepta les félicitations, discuta de textures de marbre et de lumière indirecte. Pourtant, chaque fois que son téléphone vibrait dans sa pochette, son cœur manquait un battement. Elle s'attendait à un appel de sa mère, Marguerite, pour prendre la défense du pauvre Damien, mais rien ne vint. Minimi. Le couple rentra à l'appartement. La tension de la dispute semblait s'être dissipée, remplacée par une satisfaction tranquille. Xavier déboucha une bouteille de champagne millésimée. « Tu vois, dit-il en lui tendant une coupe, rien n'a pu gâcher ton moment, pas même lui. » Camille but une gorgée. Le liquide frais ne parvint pas à apaiser la brûlure dans sa poitrine. Elle se sentait observée, comme si les murs de son propre appartement étaient devenus des yeux. Elle vérifia les verrous de la porte d'entrée, une habitude qu'elle n'avait pas d'ordinaire. « Tout va bien ?» demanda Xavier en retirant sa veste. « Oui, juste, une impression bizarre. Damien m'a semblé différent ce soir, plus sombre. »« Il est aux abois. Les gens aux abois disent n'importe quoi. Oublie-le, Camille. Demain, tout sera rentré dans l'ordre. Tu es Camille Roche. Personne ne peut te toucher. » Ils s'endormirent dans leur lit king-size, séparés par un océan de draps en satin. Camille mit longtemps à trouver le sommeil, hantée par la menace de son frère. Un seul document. Qu'avait-il voulu dire? Elle se rassura en pensant à ses avocats, à ses comptes sécurisés, à sa vie si parfaitement ordonnée qu'aucune faille n'y semblait possible. L'aube commençait à filtrer à travers les rideaux de velours bleu nuit. Il était 6 heures du matin. Un calme absolu régnait sur Paris, ce moment suspendu où la ville hésite encore à s'éveiller. Soudain, un bruit sourd et répété déchira le silence. Ce n'était pas une sonnerie ni un bruit de la rue, c'était un martèlement ferme, autoritaire contre la porte blindée de l'entrée. Boum, boum, boum. Camille se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Xavier grogna, émergeant péniblement du sommeil. « Qui ça peut être à cette heure ?» marmonna-t-il. Camille enfila son peignoir en soie, une sensation de froid glacial envahissant ses membres. Elle se dirigea vers l'entrée, ses pas étouffés par le tapis épais. Elle regarda par le yan. Son sang se glaça. Dans le couloir, 3 hommes en costume sombre et une femme portant un brassard orange marqué du mot de police attendaient. Elle ouvrit la porte, la main tremblante. « Madame Camille Roche ?» demanda l'homme au centre. Il avait le visage fatigué et des yeux qui semblaient avoir tout vu. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » L'homme sortit une carte de sa poche. « Commandant Guérard, brigade financière. Nous avons un mandat de perquisition pour ce domicile et une convocation immédiate pour vous, madame. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Derrière elle, Xavier apparut, le visage décomposé. « Une perquisition ? Sur quel motif ?» exclama-t-il. Le commandant Guérard fixa Camille avec une intensité qui lui fit perdre toute sa contenance. Complicité de détournement de fonds et blanchiment d'argent. Votre frère, Damien Roche, a été interpellé il y a 2 heures. Il prétend avoir agi sous vos ordres et sur vos comptes. La bombe à retardement venait d'exploser. La vie parfaite de Camille Roche s'effondra en une fraction de seconde, laissant place à un abîme de trahison qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'appartement, qui quelques heures plus tôt était un sanctuaire de succès, s'était transformé en une scène de crime glacial. Les policiers se déplaçaient avec une efficacité mécanique, leurs gants en latex produisant un petit crissement désagréable chaque fois qu'ils touchaient les surfaces en marbre ou les dossiers en cuir de Camille. Camille était assise sur le bord de son canapé en velours, les mains jointes si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Elle regardait, impuissante, 2 agents fouiller son bureau.
Il ne jetait rien, il ne cassait rien, mais le viol de son intimité était total. Chaque document, chaque croquis d'architecture, chaque relevé bancaire était scruté, photographié, mis sous scellé. « Commandant Girard, je vous assure qu'il y a une erreur monumentale, » dit-elle, sa voix tremblante mais tentant de garder une certaine dignité. « Mon frère est instable, il a toujours eu une imagination fertile pour se sortir de ses propres dettes. » Le commandant Girard, qui examinait la bibliothèque de Camille, se tourna lentement vers elle. Il tenait un carnet de notes noires. Son regard n'était pas agressif, ce qui était presque plus terrifiant. C'était le regard d'un homme qui attendait simplement que la vérité finisse par s'effondrer d'elle-même. « Madame Roche, l'imagination ne crée pas des adresses IP, » répondit-il d'un ton monocorde. « Nous avons tracé plusieurs transferts de fonds importants, s'élevant à plus de 200 000 €, provenant d'une société écran basée aux îles Caïmans. Ces fonds ont transité par les comptes de votre cabinet d'architecture avant de disparaître sur des comptes de jeux en ligne utilisés par votre frère. Et devinez quoi ? Les accès à votre portail bancaire professionnel ont été effectués depuis cet appartement. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Camille sentit un vertige l'envahir. Elle se tourna vers Xavier, qui se tenait debout près de la fenêtre, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Xavier, tu sais bien que c'est impossible. Je n'ai jamais donné mes codes à Damien. Je ne les ai même jamais notés. » Xavier ne répondit pas immédiatement. Il passa une main dans ses cheveux, l'air profondément troublé. « Bien sûr, Camille, mais tu sais comment il est. Peut-être qu'il a installé un logiciel espion sur ton ordinateur. Tu le laisses souvent traîner quand il vient nous voir. »« Il n'est pas venu ici depuis 3 mois avant hier soir, » s'écria-t-elle. Le commandant Girard intervint de nouveau. « Les transferts ont commencé il y a 2 mois, madame, juste après votre dernière réception ici. » Camille se sentit suffoquée. Chaque mot du policier était comme une pierre ajoutée au mur qui l'emprisonnait. Elle revoyait Damien, ce frère qu'elle avait tenté de protéger tant de fois, ce garçon qu'elle avait porté à bout de bras après la mort de leur père. L'idée qu'il puisse non seulement la voler, mais aussi l'incriminer, était une douleur plus vive que n'importe quelle perte financière. Après 3 heures de fouilles systématiques, les policiers repartirent avec plusieurs ordinateurs, des disques durs et des caisses de documents. Le commandant Girard s'arrêta sur le pas de la porte. « Ne quittez pas Paris, Madame Roche, nous allons analyser tout cela. Votre frère sera entendu de nouveau cet après-midi en présence de son avocat. Si j'étais vous, je commencerais à préparer votre défense. » Lorsque la porte se referma enfin, le silence de l'appartement devint oppressant. Camille se laissa tomber sur le tapis, incapable de rejoindre son siège. Elle pleurait sans bruit, des larmes de pure frustration. Xavier s'approcha de l'aisselle, mais il ne s'agenouilla pas pour la prendre dans ses bras. Il resta debout, comme s'il craignait que sa détresse ne soit contagieuse. « C'est une catastrophe, Camille. Si cela s'ébruite dans la presse, ma clinique est finie. Mes patients ne confient pas leur visage à un homme dont la femme est liée à la mafia financière. » Camille leva les yeux vers lui, stupéfaite. « C'est tout ce que tu trouves à dire ? Ta clinique ? Xavier, on m'accuse de crimes que je n'ai pas commis. Mon propre frère essaie de me détruire. »« Je sais, dit-il en levant les mains, un geste de défense. « Mais tu as toujours été trop indulgente avec lui. Je t'avais prévenu. Tu as créé un monstre en lui donnant de l'argent chaque fois qu'il pleurait. Maintenant, c'est nous qui payons le prix. Je ne lui ai rien donné hier soir, j'ai dit non. » « Et regarde où ça nous a menés, » répliqua Xavier froidement. « Un non qui arrive 10 ans trop tard. » Il quitta la pièce pour s'enfermer dans son bureau, la laissant seule avec ses démons. Camille se sentit soudainement étrangère dans sa propre maison. Chaque meuble qu'elle avait choisi, chaque tableau qu'elle avait accroché, semblait maintenant ricaner de sa naïveté. Elle attrapa son téléphone. Il y avait 10 appels manqués de sa mère, Marguerite. Elle hésita, puis rappela. « Allô, maman ? Camille, enfin, j'ai Damien au téléphone, il est dans un état lamentable. Comment as-tu pu faire ça ? » « Comment j'ai pu faire quoi, maman ? C'est la police qui est chez moi. Damien m'accuse de choses horribles. »« Il me dit que tu l'as utilisé pour cacher tes bénéfices non déclarés, Camille, » cria Marguerite à l'autre bout du fil, sa voix brisée par des sanglots dramatiques. « Il dit que tu lui as promis une commission s'il gérait ses comptes pour toi et que maintenant que la police s'en mêle, tu le laisses tomber. Mon pauvre fils est en cellule, Camille, lui qui est si fragile. »
Tu le crois? Tu crois vraiment que j'aurais besoin de Damien pour gérer mon argent? Maman, réfléchis, il ment, il a toujours menti. Il ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi grave, Camille. Un fils ne ferait pas ça à sa sœur, à moins d'y être poussé. Tu as toujours été la plus forte, la plus riche. Tu l'as toujours regardé de haut. Peut-être que tu as voulu l'aider à ta façon, mais tu l'as mis en danger. Aide-le, Camille. Paie sa caution. Prends un grand avocat pour vous deux. Je ne paierai rien, maman. S'il doit aller en prison pour ce qu'il a fait, qu'il y aille. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille, trancha Marguerite avant de raccrocher brutalement. Camille resta figée, le téléphone encore contre l'oreille. Le premier craquement dans les fondations de sa vie venait de devenir une faille béante. Sa mère, la femme pour qui elle avait tout fait, choisissait le bourreau plutôt que la victime. Le reste de la journée fut un long tunnel de paranoïa. Camille essaya de travailler, mais elle ne pouvait pas se concentrer. Elle se surprit à vérifier ses propres relevés bancaires, cherchant des traces qu'elle aurait pu oublier. Elle découvrit alors quelque chose de troublant. Il y avait sur son compte professionnel une série de petits virements sortants, presque insignifiants, 500 € ici, 800 € là, destinés à une société de fourniture d'art dont elle n'avait jamais entendu parler. Ces virements dataient de plusieurs mois. « Qui a accès à mon ordinateur ?» se demanda-t-elle. Elle se souvint d'une soirée, il y a 2 mois, elle travaillait tard dans le salon. Xavier est rentré de la clinique et lui avait proposé de lui faire un massage. Elle s'était redendie, laissant son ordinateur ouvert sur la table basse. Elle s'était même assoupie quelques minutes. À son réveil, Xavier n'était plus là et l'ordinateur était éteint. Une pensée horrible effleura son esprit, mais elle la repoussa aussitôt avec dégoût. Pas Xavier, son mari, c'était impossible. Elle décida de se rendre à son cabinet pour vérifier les archives physiques. En sortant de l'immeuble, elle fut assaillie par 2 photographes qui semblaient l'attendre. « Madame Roche, un commentaire sur l'arrestation de votre frère? Est-il vrai que vous avez détourné de l'argent de vos clients ?» Elle se fraya un chemin jusqu'à son taxi, le cœur battant à tout rompre. La nouvelle se répandait comme un poison. Au cabinet, l'ambiance était électrique. Ses employés baissaient les yeux à son passage. Son assistante de direction, Sarah, d'ordinaire si enjoyée, lui tendit une pile de messages d'un air grave. « 2 de nos plus gros clients ont appelé, Camille. Ils suspendent leur contrat de rénovation jusqu'à ce que la situation se clarifie. »« Sarah, vous savez que ce sont des mensonges, n'est-ce pas ?» Sarah hésita, triturant son stylo. « Je l'espère, Camille. Mais les chiffres que le comptable a vus ce matin, il y a des anomalies dans les facturations de sous-traitance, des factures signées avec votre griffe numérique. » Camille se sentit défaillir. La griffe numérique était cryptée. Seule elle et en théorie Xavier, qui gérait parfois les aspects administratifs de la maison, connaissaient l'emplacement sur le serveur familial. Elle s'enferma dans son bureau, les mains tremblantes. Elle commença à fouiller dans le système interne. Elle chercha les accès à sa signature. C'est là qu'elle vit la première véritable fissure technique. Quelqu'un s'était connecté d'une adresse IP qui correspondait à une clinique privée. La clinique de Xavier Lantier. Le souffle coupé, Camille ferma l'écran. La pièce semblait soudainement trop petite, l'air trop rare. Son mari, son propre mari l'aurait trahi pour aider son frère ou pour une autre raison? Elle se rappela alors les paroles de Damien la veille. « Tu regretteras ce nom, tu me supplieras de prendre mon argent demain. » Était-ce un plan orchestré depuis longtemps? Une alliance impie entre l'homme qu'elle aimait et le frère qu'elle méprisait? Camille resta dans le noir dans son bureau luxueux qui ressemblait désormais à une cage dorée. Elle ne pouvait pas y croire. Elle refusait de croire que toute sa vie n'était qu'un mensonge. Elle se persuada que Damien sûrement avait piraté le réseau de la clinique. Oui, c'était forcément cela. Damien était malin. Il savait que Xavier utilisait le même fournisseur d'accès. Elle rentra chez elle tard, espérant trouver Xavier et obtenir des explications. Mais l'appartement était vide. Un mot traînait sur la table de la cuisine. « Je dois rester à la clinique pour une urgence. Ne m'attends pas. On parlera demain quand tu seras plus calme. » Plus calme. Cette expression la fit bouillir de rage. Elle monta dans sa chambre, mais ne se coucha pas. Elle s'assit dans le noir, observant les lumières de Paris. Elle se sentait comme une proie qui commence à réaliser que les chasseurs sont déjà dans la place. Soudain, son téléphone vibra. Un message anonyme. « Regarde dans le tiroir secret de la console de l'entrée. Le code est la date de naissance de Damien. » Camille se leva, mue par une impulsion électrique. Elle descendit à l'entrée.
La console en acajou trônait là, élégante. Elle chercha un tiroir secret. Elle finit par trouver un petit déclencheur sous le rebord. Un tiroir minuscule s'ouvrit. Elle tapa le code 1405. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait qu'une seule chose, un passeport. Un passeport au nom de Damien Roche, mais avec la photo de Xavier Lantier légèrement retouchée. Et à côté, une clé USB. Le monde de Camille Roche ne se contenta pas de craquer, il commença à s'effondrer dans un abîme de ténèbres. Le monde de Camille ne s'était pas simplement fissuré, il venait d'exploser en un millier de fragments tranchants. Dans le silence sépulcral de l'entrée, elle restait figée, le passeport dans une main et la petite clé USB métallique dans l'autre. Le métal était froid, d'une froideur qui semblait s'insinuer dans ses veines, gelant son sang et ses pensées. Un passeport, avec son visage, mais le nom de mon frère. La logique de Camille, cette structure d'acier qui lui avait permis de bâtir son empire, luttait pour donner un sens à cette aberration. Pourquoi Xavier, un chirurgien dont la réputation était sans tache, aurait-il besoin d'une identité volée? Et pourquoi celle de Damien? Elle remonta dans sa chambre, évitant de regarder le lit conjugal qui ressemblait désormais à un champ de mines. Elle s'enferma dans son petit bureau privé, celui que les policiers avaient fouillé moins minutieusement. Elle alluma son ordinateur portable personnel, celui qu'elle n'utilisait que pour ses recherches d'inspiration artistique. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut s'y reprendre à 3 reprises pour insérer la clé USB dans le port. Le dossier s'ouvrit avec un clic sinistre. Un seul dossier nommé « Projet Renaissance ». À l'intérieur, des dizaines de fichiers PDF, des scans de documents officiels et surtout des enregistrements audio. Camille ouvrit le premier document. C'était un acte de cession de propriété. Ses yeux parcoururent les lignes juridiques avec une vitesse fébrile. Le document stipulait qu'en cas d'incapacité mentale ou physique de Camille Roche, la gestion totale de ses actifs immobiliers et de son cabinet serait transférée à une fiducie gérée par Xavier Lantier et Damien Roche. La date de signature était celle d'il y a 3 mois. La signature en bas de page était la sienne. Une signature parfaite, fluide, authentique. « Mais je n'ai jamais signé ça », murmura-t-elle dans le noir, sa voix n'étant plus qu'un souffle déchiré. Elle ouvrit un fichier audio. Le son était légèrement étouffé, comme si l'enregistreur était caché sous un vêtement. Elle commence à se douter de quelque chose. C'était la voix de Damien. Elle était basse, dépourvue de la panique qu'il affichait la veille. « Non », répondit une seconde voix, calme, posée, terrifiante. C'était Xavier. Elle est trop occupée par son vernissage. Je lui donne une dose légère de midazolam dans son thé le soir. Elle oublie les 10 minutes qui précèdent son sommeil. C'est suffisant pour lui faire signer ce dont j'ai besoin. Et si elle se réveille? Elle ne se réveillera pas. Elle croit que c'est le stress. Elle me fait confiance, Damien. C'est là sa plus grande faiblesse. Camille ferma violemment l'ordinateur. Elle se sentit envahie par une nausée violente. Elle se précipita dans la salle de bain et vomit tout le fiel de sa trahison. Elle se regarda dans le miroir, le visage livide, les yeux injectés de sang. L'homme qui dormait à ses côtés, l'homme qu'elle avait soutenu financièrement pour l'ouverture de sa clinique, l'homme qu'elle aimait, l'avait droguée. Il l'avait violée psychologiquement, utilisant ses compétences médicales pour transformer son esprit en une page blanche sur laquelle il écrivait sa ruine. « Je suis une proie dans ma propre maison », pensa-t-elle, une larme solitaire coulant sur sa joue. « Je ne suis pas en train de perdre mon argent, je suis en train de perdre mon existence. » Mais après la nausée, vint une étincelle de rage, une rage froide, pure, celle d'une femme qui n'a plus rien à perdre parce qu'on lui a déjà tout volé. Elle ne pouvait pas rester ici, elle devait enquêter, mais avec discrétion. Elle ne pouvait plus faire confiance à la police, car si Xavier et Damien avaient prévu cela depuis mois, ils avaient peut-être déjà placé des preuves pour la faire accuser si elle tentait de se rebeller. À 8 heures du matin, Camille quitta l'appartement. Elle ne prit pas sa voiture habituelle, mais un Uber qu'elle commanda depuis une application sur le téléphone de sa femme de ménage qu'elle avait emprunté quelques minutes. Sa première destination, la maison de sa mère, Marguerite. La demeure de Marguerite Roche était un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, un mausolée de tapisserie ancienne et de conventions sociales rigides. Quand Camille entra, elle trouva sa mère dans le petit salon, buvant son thé avec une sérénité insultante. « Ah, Camille, tu as enfin décidé de te comporter en fille digne. Tu viens pour me dire que tu vas aider ton frère ?» Camille s'arrêta au milieu de la pièce. Elle ne s'assit pas. Elle regarda cette femme qui l'avait mise au monde, cherchant une trace de compassion, un reflet de l'amour maternel. Elle ne vit que l'ambition déçue. « Maman, est-ce que tu savais ?»
demanda Camille d'une voix dépourvue d'émotion. Savoir quoi? Que tu es devenue une femme d'affaires impartiale qui délaisse sa famille? Oui, je le sais. Xavier me drogue, maman. Ils ont falsifié ma signature. Ils prévoient de me dépouiller de tout ce que j'ai bâti. Est-ce que tu es au courant de cette alliance entre ton frère chéri et mon mari? Marguerite posa sa tasse avec un cliquetis sec. Ses yeux se firent durs comme des billes de verre. Ne sois pas ridicule, Camille. Le stress te rend paranoïaque. Xavier est un saint. Il supporte tes humeurs et tes absences depuis des années. Quant à Damien, il est peut-être maladroit, mais il a besoin de cet argent pour sa survie. Tu as assez pour 10 vies. Pourquoi être si avare avec ton propre sang? Avare? Répéta Camille avec un rire nerveux. Ils essaient de m'envoyer en prison, maman. Parfois, des sacrifices sont nécessaires pour maintenir l'équilibre de la famille, répondit Marguerite d'un ton glacial. Si tu dois payer une amende ou passer quelques mois sous contrôle judiciaire pour que ton frère puisse enfin réussir sa vie, n'est-ce pas un juste retour des choses? Tu as toujours eu tout. Il est temps de partager. Camille recula, comme si elle venait d'être frappée. La vérité était encore plus laide qu'elle ne l'imaginait. Sa mère n'était pas seulement une complice passive, elle était l'architecte moral de cette trahison. Elle justifiait le crime par une équité tordue. « Tu es un monstre, Marguerite », dit Camille, utilisant pour la première fois le prénom de sa mère. « Tu as sacrifié ta fille sur l'autel de ton frère raté. Mais sache une chose, je ne tomberai pas seule. Si je coule, je les emmène tous, et toi avec. » « Tu n'as aucune preuve, ma pauvre enfant, » répliqua Marguerite en reprenant son thé. « Tout ce que tu as, c'est ta haine, et la haine ne tient pas devant un tribunal. » Camille sortit de la maison, l'air frais de Neuilly ne parvenant pas à calmer l'incendie dans sa poitrine. Elle devait trouver des preuves tangibles. Elle se rendit à la clinique de Xavier, la clinique de l'Alma. Elle utilisa son passe d'épouse pour entrer par l'accès de service. Le personnel la connaissait et la saluait respectueusement, ignorant le drame qui se jouait. Elle se dirigea vers le bureau de Xavier. Il était en consultation. Elle savait qu'elle n'avait que 15 minutes. Elle fouilla dans les armoires à pharmacie verrouillées du bureau de son mari. Elle connaissait le code. C'était le numéro de leur premier appartement. 0412. Le voyant passa au vert. Elle chercha le midazolam. Elle ne trouva pas de flacon, mais elle trouva un registre de commandes privées, non répertorié dans le système central de la clinique. Des quantités massives de sédatifs étaient commandées au nom d'une société fantôme, Renaissance Logistique, la même start-up dont Damien avait parlé. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Camille se figea. Ce n'était pas Xavier. C'était l'inspecteur Girard. Il entra seul, refermant la porte derrière lui. Il la regarda fouiller dans les dossiers, ses sourcils se haussant légèrement. « Madame Roche, que faites-vous ici? La police scientifique a déjà tout ce qu'il faut à votre domicile. Enfin, c'est ce que je pensais. » Camille se redressa, tentant de masquer sa panique. « Je cherche la vérité, commandant, celle que mon mari et mon frère vous cachent. » Girard s'approcha du bureau et s'assit sur le rebord. Il semblait fatigué. « Vous savez, j'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour de l'argent. Mais votre frère est très convaincant. Il nous a fourni des messages cryptés provenant de votre téléphone où vous lui donnez des instructions précises sur la manière de blanchir les fonds de vos clients. C'est faux. Je ne lui ai jamais envoyé ces messages. » « Je le sais, » dit calmement Girard. Camille s'arrêta net. « Vous le savez ? » Les messages ont été envoyés à des heures où, d'après votre emploi du temps et celui de votre assistante, vous étiez en réunion ou au volant. Mais techniquement, c'est votre téléphone. Pour un juge, cela suffit. À moins que vous n'ayez quelque chose de plus solide à me donner. Camille hésita. Elle avait la clé USB dans sa poche, mais pouvait-elle faire confiance à Girard? Et s'il faisait partie du plan? Ou s'il était trop proche de la famille Lantier? « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle avec méfiance. « Je ne vous aide pas, madame. Je fais mon travail. Et mon instinct me dit qu'une femme qui a bâti un empire avec autant de précision ne commettrait pas des erreurs aussi grossières que celles de votre frère. Mais j'ai besoin de faits. » Camille sortit la clé USB et la posa sur le bureau. « Écoutez les enregistrements. Regardez le dossier Projet Renaissance. Mon mari me drogue, commandant. Il utilise mon frère comme un bouclier et moi comme une banque. » Girard prit la clé, la manipulant avec précaution. « Si ce que vous dites est vrai, vous êtes en danger de mort, Camille. S'il réalise que vous savez,
Ils n'attendront pas que la justice fasse son travail. Ils passeront à la phase finale de leur plan. Quelle phase finale? Vous faire disparaître. Oh, pas un meurtre sanglant, une overdose accidentelle, une dépression nerveuse qui mène au suicide, quelque chose de propre, de médical. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Elle repensa à la douceur de Xavier hier soir, à la coupe de champagne qu'il lui avait tendue. C'était un baiser de Judas. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. « Rentrez chez vous. Comportez-vous comme si vous ne saviez rien. Je vais faire analyser ces fichiers en urgence. Mais attention, Camille, Xavier est un homme brillant. Ne le sous-estimez pas. S'il voit une seule fissure dans votre comportement, il frappera. » Camille quitta la clinique, se sentant plus vulnérable que jamais. Elle était une actrice sur une scène où les décors étaient en train de brûler. Alors qu'elle attendait un taxi devant la clinique, une voiture noire aux vitres teintées ralentit à sa hauteur. La vitre descendit lentement. C'était Xavier. Il lui sourit, mais ce n'était plus le sourire de l'amour aimant, c'était le sourire d'un prédateur qui s'amuse avec sa proie avant de porter le coup de grâce. « Camille, que fais-tu ici, mon cœur? Je croyais que tu te reposais à la maison. » Camille sentit son cœur cogner contre ses côtes, mais elle se força à sourire. Elle utilisa toute sa volonté pour que sa voix ne tremble pas. « Je m'inquiétais pour toi, Xavier. Avec tout ce qui se passe avec Damien et la police, j'avais besoin de voir un visage familier. Tu as bientôt fini ?» Xavier la regarda pendant un temps qui lui parut une éternité. Il semblait chercher une faille, un signe de trahison dans ses yeux. « J'ai fini. Monte, je t'amène à déjeuner. Nous devons discuter de notre avenir. Il y a des choses que tu dois savoir sur la défense que nous allons adopter. » Camille monta dans la voiture. Alors que la portière se referma avec un bruit sourd, elle réalisa que le piège venait de se refermer. Elle était enfermée dans un espace clos avec l'homme qui voulait la détruire. « Garde ton calme », se répéta-t-elle en boucle. « Garde ton calme. Sois l'architecte de ta propre survie. » Mais alors que Xavier posa sa main sur la sienne, elle sentit une piqûre de panique. Sur le siège arrière, elle aperçut un sac de voyage, un sac qu'il n'avait pas ce matin. « Nous ne rentrons pas à l'appartement » demanda-t-elle. « Non », répondit Xavier en démarrant. « Nous allons à la maison de campagne, loin des journalistes. Maman nous attend là. On va régler tout ça, en famille. » Camille regarda le paysage défiler. Elle savait que si elle entrait dans cette maison de campagne, elle n'en ressortirait peut-être jamais. L'enquête était terminée. La guerre, elle, ne commençait que la commencer. La route vers la maison de campagne, une bâtisse du XVIIIe siècle nichée au cœur de la forêt de Rambouillet, fut un long supplice de silence feutré et de regards en coin. Xavier conduisait avec une décontraction insultante, une main sur le volant, l'autre tapotant le rythme d'une symphonie de Bach qui s'échappait des haut-parleurs. Pour quiconque les aurait croisés, ils auraient ressemblé à un couple de la haute bourgeoisie s'offrant une escapade romantique. Mais pour Camille, chaque kilomètre parcouru l'éloignait de la civilisation et de la sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent, la vieille demeure de pierre grise semblait plus sombre que dans ses souvenirs. Le lierre qui grimpait sur la façade ressemblait à des doigts squelettiques tentant d'étouffer la maison. À l'intérieur, un feu crépitait déjà dans la cheminée du salon. Marguerite, vêtue d'un ensemble en cachemire crème, les attendait, un sourire d'une douceur venimeuse sur les lèvres. « Ma chérie, tu es enfin là? Regarde-toi, tu es livide. Viens t'asseoir près du feu, » dit Marguerite en s'approchant pour l'embrasser sur les joues. Camille se laissa faire, son corps aussi rigide qu'un automate. Elle s'assit dans le grand fauteuil à oreilles, celui où son père s'asseyait autrefois. « Nous avons une excellente nouvelle, Camille, » commença Xavier en s'installant en face d'elle, après lui avoir servi un verre de vin rouge. « J'ai eu une longue discussion avec l'avocat de la famille et un contact influent au ministère. Tout ceci n'est qu'un malentendu tragique. » Camille fixa le liquide pourpre dans son verre. Était-il drogué? Chaque geste de Xavier lui semblait désormais suspect, chaque mot un piège. « Un malentendu » répéta-t-elle, la voix éteinte. « La police a perquisitionné mon appartement, Xavier. Mon nom est traîné dans la boue. »« Écoute-moi bien, » poursuivit Xavier en s'approchant. « Nous avons découvert que Damière a été manipulé par un de tes anciens sous-traitants, un certain Lefebvre, que tu as licencié l'an dernier. C'est lui qui a piraté tes accès. Damien, dans sa naïveté, a cru qu'il t'aidait en gérant ses fonds. Il a déjà signé une déposition qui t'innocente totalement. »
Marguerite s'assit sur le rebord du fauteuil et prit la main de Camille. « Tu vois, Camille, tout va s'arranger. Damien se sacrifie pour toi. Il va plaider l'imprudence, faire quelques mois de sursis et l'affaire sera classée. Ta réputation sera sauve. Nous allons dire à la presse que tu as été victime d'une cyberattaque sophistiquée. » L'espoir est une drogue bien plus puissante que le midazolam. Pendant une seconde, une infime fraction de seconde, Camille eut envie d'y croire. Elle voulait que tout redevienne comme avant. Elle voulait que son mari l'aime encore, que son frère soit juste un idiot et non un criminel, et que sa mère ait un cœur. « Et si je m'étais trompée ?» pensa-t-elle. « Et si Gérard m'avait menti pour me manipuler ? Et les documents que j'ai trouvés, le passeport, la clé USB ?» demanda-t-elle, testant le terrain. Xavier ne sia pas. Son expression resta celle d'un homme inquiet et protecteur. « Quel document, Camille ? Tu parles de tes délires de ce matin ? Tu vois, c'est ce que je craignais. Le stress a provoqué chez toi une sorte d'épisode paranoïaque. Tu as imaginé des choses, ma chérie. C'est le contre-coup du surmenage. » « Je n'ai rien imaginé, Xavier. J'ai vu… » « Ce que tu as vu, c'est ce que ton esprit épuisé voulait voir pour donner un sens au chaos, » l'interrompit-il avec une douceur chirurgicale. « Mais ne t'en fais pas, j'ai tout préparé. Pour que l'avocat puisse finaliser ta mise hors de cause, tu dois juste signer ces documents de mise au point. C'est une simple formalité pour confirmer la version de l'attaque informatique. » Il sortit une chemise en cuir de son sac. À l'intérieur, plusieurs feuilles couvertes de termes juridiques complexes. Camille les survola. Il y était question de délégation de signature pour la protection des actifs et de reconnaissance de troubles liés au stress. « Signe, Camille, » murmura Marguerite. « Fais-le pour nous, pour la famille. Tout redeviendra parfait, je te le promets. Nous allons passer quelques jours ici au calme et quand nous rentrerons à Paris, ce cauchemar sera terminé. » Camille prit le stylo Mont-Blanc que Xavier lui tendait. Le métal était lourd dans ses doigts. C'était le moment où tout pouvait basculer. Si elle signait, elle acceptait leur version. Elle acceptait de devenir la femme fragile sauvée par son mari héroïque. Elle sauvait sa galerie, ses meubles, son confort. Mais dans un coin de son esprit, la voix du commandant Girard résonnait. « Il verra s'il y a une seule fissure dans votre comportement, il frappera. » Elle regarda Xavier. Il l'observait avec une intensité dévorante, ses yeux trahissant une impatience qu'il ne parvenait pas à tout à fait à masquer. Marguerite, elle, souriait de ce sourire figé des poupées de porcelaine. « Ils ne m'aiment pas, » réalisa-t-elle soudain. « Ils aiment ce que je possède. »« Je ne peux pas signer ça maintenant, » dit-elle, en posant le stylo. « Je n'arrive pas à lire les petits caractères. Ma vue est trouble. » L'expression de Xavier changea en un éclair. La douceur disparut, remplacée par une froideur glaciale. « Camille, ne sois pas stupide. C'est ta seule chance. La police est en train de construire un dossier contre toi. Si tu n'as pas cette défense prête demain matin, Gérard t'arrêtera pour de bon. » « Pourquoi Gérard m'arrêterait-il s'il sait que je suis innocente ?»« Parce qu'il ne le sait pas, » s'emporta Xavier. « C'est un flic, Camille. Il veut un coupable et tu es la cible la plus facile. Signe ce papier. » Le ton était monté. L'illusion de la protection familiale venait de se fissurer de nouveau. « Je vais me reposer un peu, » dit Camille en se levant brusquement. « On verra ça ce soir. »« Camille !» cria Marguerite. Mais Camille était déjà dans l'escalier. Elle s'enferma dans sa chambre et poussa le verrou. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle se précipita vers la fenêtre. C'était trop haut pour cet été, et la forêt environnante était un labyrinthe de ténèbres. Elle chercha son téléphone dans sa poche. Disparu. Xavier avait dû le lui subtiliser dans la voiture. Elle était prisonnière. Elle s'assit sur le lit, la tête dans les mains. Réfléchis, Camille, réfléchis. Elle fouilla dans ses pensées, cherchant une faille dans leur plan. Ils avaient besoin de sa signature. Tant qu'elle ne signait pas, ils ne pouvaient pas accéder légalement à ses comptes sans éveiller les soupçons de la banque, surtout avec la police qui rôdait. Soudain, elle entendit des voix monter du salon, portées par le conduit de la cheminée. Elle colla son oreille contre la grille d'aération. « Elle commence à nous poser des problèmes, » disait la voix de Damien. « Elle n'est pas aussi shootée que tu le disais, Xavier. »« Tais-toi, Damien, » répondit Xavier. « Elle est juste sous le choc. Elle finira par signer. Elle n'a nulle part où aller. »« Et si elle contacte Girard ?» demanda Marguerite, sa voix pleine d'une anxiété réelle. « Elle ne contactera personne. J'ai brouillé le signal Wi-Fi de la maison et j'ai son téléphone. Demain, je lui donnerai une dose plus forte. Elle signera n'importe quoi, même son arrêt de mort s'il le faut. On a besoin de cet acte de cession avant que l'audit du cabinet ne commence lundi. »
Camille se recula de la grille, le visage baigné de sueur froide. La phase finale, l'overdose accidentelle, le suicide propre. Elle devait sortir de cette maison. Mais comment? Elle inspecta la chambre. C'était une pièce de style ancien, avec de lourds rideaux de velours et des meubles massifs. Elle trouva un vieux coupe-papier en argent sur la commode. C'était dérisoire comme arme, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle attendit 1 heure, 2 heures. Le silence retomba sur la maison, entrecoupé seulement par le sifflement du vent dans les arbres. Elle entendit les pas de Xavier dans le couloir. Il s'arrêta devant sa porte. « Camille, tu dors ?» Elle ne répondit pas, retenant sa respiration. « Je sais que tu es éveillée, » continua-t-il d'une voix douce, presque mielleuse. « Ne sois pas fâchée. Tout ce que je fais, c'est pour nous, pour notre futur. Tu verras. Demain, tout sera plus clair. Je t'ai laissé un thé devant la porte. Bois-le, ça t'aidera à dormir. » Elle entendit le bruit d'une tasse posée sur le parquet, puis les pas qui s'éloignaient. Camille attendit encore 10 minutes, puis elle ouvrit la porte avec une lenteur infinie. La tasse de thé était là, fumante. Elle la prit et alla la vider dans le pot d'une plante verte au bout du couloir. Elle descendit les escaliers à pas de loup. La maison était plongée dans l'obscurité. Seule la lueur mourante des braises dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs. Elle atteignit la porte d'entrée, verrouillée à double tour. La clé n'était pas sur la serrure. Elle se dirigea vers la cuisine, peut-être la porte de service, verrouillée aussi. Elle commença à paniquer. Elle se sentait comme un animal pris au piège, sentant l'odeur du prédateur qui s'approche. Elle se souvint alors du cellier, au sous-sol. Il y avait une petite fenêtre soupirail qui donnait sur le jardin de derrière. C'était étroit, mais elle était mince. Elle descendit les marches de pierre humide. L'air était froid et sentait le moisi. Elle trouva le soupirail. Il était bloqué par des années de peinture et de rouille. Elle utilisa le coupe-papier pour gratter les bords, ses doigts saignant à cause de l'effort. Soudain, une lumière s'alluma en haut de l'escalier. « Camille, qu'est-ce que tu fais à la cave ?» C'était Damien. Il tenait une lampe de poche, son visage tordu par une expression de mépris. « J'avais soif, » balbetta-t-elle en cachant le coupe-papier derrière le beau. « On a de l'eau dans la cuisine, Camille, pas besoin de descendre ici. Tu cherches à t'enfuir, c'est ça, après tout ce qu'on fait pour toi ?» Il descendit les marches lentement, comme un chat qui s'approche d'une souris blessée. « Tu as toujours été la préférée, tu sais, la brillante Camille, la fierté de la famille. Moi, je n'étais que le petit frère encombrant, celui qu'on cache derrière les rideaux quand les invités arrivent. Mais regarde-toi maintenant, tu es à ma merci. Damien, s'il te plaît, on n'est pas trop tard, on peut encore tout arrêter. Je te donnerai l'argent, tout ce que tu veux, mais laisse-moi partir. » Damien éclata d'un rire nerveux, presque hystérique. « L'argent ? Mais je vais déjà l'avoir, Camille, tout l'argent. Xavier et moi, on va transformer ton cabinet en une machine à billets. Et toi, tu seras juste un souvenir, une tragédie familiale. La pauvre Camille qui n'a pas supporté la honte. » Il bondit sur elle. Camille cria et tenta de le repousser, mais il était plus fort. Il la saisit par les poignets et la projeta contre le mur de pierre. Le choc lui coupa le souffle. « Xavier, elle est là !» cria Damien. Camille sentit la terreur pure l'envahir. Elle vit Xavier apparaître en haut de l'escalier, tenant une seringue à la main. Son visage n'avait plus rien d'humain. C'était le masque de la mort. « Je suis désolé, Camille, » dit Xavier en descendant les marches d'un pas tranquille. « Tu aurais pu signer ce papier et vivre une vie tranquille, loin d'ici, dans une clinique de repos, mais tu as choisi la manière forte. »« Ne fais pas ça, Xavier, je t'en supplie. »« Ne t'en fais pas, » murmura-t-il en s'approchant de son cou. « Ce sera comme un très long sommeil. » Camille ferma les yeux, attendant la piqûre. Elle pensait à sa galerie, à ses rêves, à la vie qu'elle s'était construite seule. Tout allait se terminer dans cette cave humide à cause de la cupidité de ses siens. Soudain, un bruit de verre cassé retentit à l'étage, suivi d'un cri de Marguerite. « Police! Personne ne bouge !» Xavier s'arrêta net, la seringue à quelques centimètres de Camille. Damien lâcha les poignets de sa sœur, le visage décomposé par la peur. Des bruits de pas lourds résonnèrent au-dessus d'eux. Des faisceaux de lampes torches balayèrent l'escalier de la cave. « Monsieur Lantier, posez cette seringue, tout de suite !» cria la voix puissante du commandant Girard. Xavier resta figé un instant, ses yeux oscillant entre Camille et la silhouette de Girard en haut des marches. Puis, dans un geste de pur désespoir, il tenta de planter la seringue dans le bras de Camille. Mais Girard fut plus rapide. Un coup de feu retentit, non pour tuer, mais pour désarmer.
La seringue vola en éclats sous l'impact d'une balle de caoutchouc ou d'un tir de précision. Xavier s'effondra, tenant sa main ensanglantée. Camille se laissa glisser le long du mur, éclatant dans sanglots convulsifs. Elle était sauvée. L'espoir, cette fois, n'était pas une manipulation. Girard descendit et l'enveloppa dans une couverture de survie. « C'est fini, Camille. On vous a suivi grâce au traceur que j'ai placé dans votre sac à la clinique. » Elle leva les yeux vers lui, ses larmes brouillant sa vue. « Merci, murmura-t-elle. » Elle vit Damien se faire menotter, pleurant comme un enfant, et Marguerite, en haut, hurlant son innocence. Xavier, lui, restait silencieux, fixant Camille avec une haine qui ne s'éteindrait jamais. Mais alors que Girard l'aidait à monter les marches, il s'arrêta et lui murmura à l'oreille. « Ce n'est pas encore terminé, Camille. Le procureur a reçu de nouveaux documents anonymes ce soir, des documents qui vous incriminent encore plus lourdement. » Camille s'arrêta, son cœur manquant un battement. « Quoi ? Mais vous avez vu ce qu'ils ont essayé de faire ? » ?»« Oui, je l'ai vu, mais la loi se moque des sentiments, Camille. Elle ne voit que les preuves. Et quelqu'un, quelque part, a fait en sorte que vous soyez la seule coupable aux yeux du monde. » L'espoir qu'il avait porté s'évapora instantanément. Le piège était bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était pas sortie d'affaire, elle venait de tomber dans une trappe encore plus sombre. L'obscurité de la nuit avait fait place à une aube grise et pluvieuse sur Paris. Camille était assise dans une salle d'interrogatoire étroite du quai des Orfèvres. Les murs, d'un blanc jauni par le temps et la fumée de cigarettes des décennies passées, semblaient se refermer sur elle. Elle n'avait pas dormi, elle n'avait pas mangé. Ses vêtements, froissés par la lutte dans la cave et souillés par la poussière, étaient le dernier vestige de sa vie d'autrefois. Le commandant Girard entra, posant 2 tasses de café en carton sur la table en métal. La vapeur qui s'en échappait était la seule chose qui semblait encore vivante dans cette pièce. « Buvez, Camille, vous en avez besoin, » dit-il, sa voix moins autoritaire, presque empreinte d'une forme de pitié. Camille fixa le café, mais ne le toucha pas. « Vous avez dit que de nouveaux documents m'incriminaient. De quoi s'agit-il, commandant ? J'ai failli mourir sous les yeux de ma mère et de mon mari. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Girard soupira et ouvrit un dossier bleu qu'il avait apporté avec lui. Il en sortit une série de photographies et de relevés bancaires. Voici le problème. Pendant que nous étions en route pour Rambouillet, une source anonyme a déposé une clé USB et des originaux à la réception du palais de justice. Ce ne sont pas des faux grossiers comme ceux de votre frère. Ce sont des documents notariés datant d'il y a 5 ans, avant même votre mariage avec Xavier Lantier. Il fit glisser un document vers elle, Camille le lut, et ses yeux s'agrandirent de terreur. C'était un contrat de prêt occulte de 2 millions d'euros, signé de sa main, auprès d'une banque privée aux Bahamas. L'argent avait été utilisé pour racheter les parts de son propre cabinet à ses anciens associés. « Je n'ai jamais fait ce prêt, » balbutia-t-elle. « J'ai racheté ces parts avec mes économies et un prêt classique à la Société Générale. » Sauf que, poursuivit Girard, la Société Générale n'a jamais décaissé cet argent. Les archives montrent que le prêt a été annulé 2 jours avant la transaction. Camille, si ce document est vrai, votre empire tout entier a été bâti sur de l'argent sale, de l'argent dont l'origine est liée à un cartel de blanchiment d'argent que nous suivons depuis des années. Camille sentit un froid polaire l'envahir. C'est impossible. Qui aurait pu faire ça ? Quelqu'un qui gérait vos affaires avant même que vous ne soyez célèbre, quelqu'un qui connaissait votre ambition et qui vous a aidé à votre insu pour mieux vous tenir plus tard. Un nom s'imposa à l'esprit de Camille, un nom qu'elle n'avait pas voulu prononcer depuis longtemps. Philippe Roche, son père. « Mon père est mort d'une crise cardiaque juste après le rachat du cabinet, » murmura-t-elle. « Est-ce qu'il est vraiment mort d'une crise cardiaque ?» demanda Girard, jetant une autre photo sur la table. C'était une photo d'un certificat médical de l'époque, signé par un jeune médecin prometteur qui faisait ses gardes à l'hôpital où Philippe Roche avait été admis. Le nom du médecin, Xavier Lantier. Le monde de Camille bascula. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. L'air devint une mélasse impossible à respirer. Le mariage, le soutien de Xavier, la protection de sa mère, les dettes de Damien, tout s'imbriquait soudainement dans une fresque macabre. « Je n'ai jamais fouetté par amour, » dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un sifflement étranglé. « Il m'a épousée pour surveiller son investissement, pour s'assurer que le secret de la mort de mon père et l'origine de mon cabinet ne soient jamais découverts. »
Et maintenant que vous commencez à poser trop de questions ou que l'argent est suffisamment blanchi, vous êtes devenue encombrante, conclut Girard. Mais il y a un problème, Camille. Ce document de prêt vous lie au crime. Aux yeux du juge, vous êtes la complice de Xavier et de votre père, pas la victime. Je veux le voir, dit soudainement Camille, ses yeux brillants d'une rage froide. Je veux voir Xavier. C'est hors de question, il est en garde à vue dans une autre règle. Faites-le, commandant, ou je ne dirai plus un mot. Je sais comment il fonctionne. Je suis la seule qui peut le faire craquer. Après 1 heure de négociation, Girard accepta. La confrontation eut lieu dans une salle vitrée, sous haute surveillance. Xavier était assis, les mains menottées à la table, mais il n'avait rien perdu de son arrogance. Malgré sa main bandée, il restait élégant, son regard de prédateur fixé sur la porte. Quand Camille entra, il esquissa un sourire. « Camille, tu as toujours eu un sens dramatique très développé. Tu viens me remercier de m'avoir sauvée de la médiocrité ?» Camille ignora ses provocations. Elle posa le document des Bahamas sur la table. « Mon père n'est pas mort de cause naturelle, n'est-ce pas? Tu l'as aidé à partir parce qu'il commençait à avoir des remords sur l'origine de l'argent. » Le sourire de Xavier s'élargit, devenant presque affectueux. Philippe était un homme faible, comme toi. Il avait du talent, mais pas de courage. Il voulait te léguer une entreprise propre, mais l'argent propre ne suffit pas à bâtir des empires. Alors, oui, je l'ai aidé. Je lui ai épargné la honte d'un procès et la ruine. Et en échange, il m'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Toi et ton nom. Tu m'as vendu à toi-même, cracha-t-elle. Tu m'as façonné, cria Xavier, frappant la table de sa main valide. Qui crois-tu qui a envoyé ces journalistes pour tes premières expositions? Qui a discrètement éliminé tes concurrents pour les gros contrats de Bordeaux et de Paris? C'était moi, Camille. Tout ce que tu es, c'est moi. Tu n'es qu'une vitrine, une jolie vitrine pour des activités bien plus rentables que de dessiner des rideaux pour des milliardaires ennuyeux. Et Damien, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette horreur? Xavier laissa échapper un rire méprisant. Damien, ce petit idiot n'est qu'un fusible. Il avait besoin d'argent, je lui ai donné des miettes pour qu'il joue le rôle du méchant. Le plan était parfait. Tu refusais de lui prêter de l'argent, il te dénonçait à la police, tu sombrais dans la dépression et je récupérais tout légalement en tant que mari protecteur. Mais tu as été plus têtu que prévu. Ta curiosité est ton plus vilain défaut, Camille. Camille se pencha vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Elle ne ressentait plus de peur, seulement un mépris si profond qu'il agissait comme une armure. « Tu as oublié une chose, Xavier. Tu as dit que j'étais une vitrine. Mais une vitrine est faite de verre. Et le verre, quand on le brise, ça devient une arme. » Elle se tourna vers la vitre sans teint, sachant que Girard écoutait. « Commandant, vous avez tout enregistré ?» Xavier fronça les sourcils, une lueur d'inquiétude traversant son regard pour la première fois. « De quoi parles-tu ? Tu as avoué avoir tué mon père, Xavier. Tu as avoué avoir manipulé les preuves et utilisé mon cabinet pour blanchir de l'argent. Ce document des Bahamas, c'est Girard qui me l'a donné. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je n'ai jamais signé cet acte de cession de part à mon père il y a 5 ans. À cette date précise, j'étais en voyage humanitaire au Népal, sans accès à un notaire. » Xavier devint livide. La précision d'architecte de Camille venait de frapper son point faible. « Le document est un faux, » continua Camille, « mais tu viens de confirmer son utilité et ton implication. Tu viens de creuser ta propre tombe en croyant m'enterrer. » Xavier se jeta en avant, ses menottes cliquetant violemment, mais les gardes intervinrent immédiatement pour le maintenir au sol. « Salope !» hurlait-il. « Tu n'as rien, tu es fini, je vais te détruire. » Camille sortit de la pièce sans se retourner. Dans le couloir, elle croisa Marguerite qui était emmenée pour être interrogée. Sa mère semblait avoir vieilli de 20 ans en une nuit. Ses yeux cherchèrent ceux de sa fille, une lueur de supplication y brillant. « Camille, pardonne-moi, j'ai fait ça pour nous, pour que nous restions au sommet. » Camille s'arrêta un instant. Elle regarda cette femme qu'il avait vendue pour maintenir un standing social, pour protéger un fils médiocre et un gendre criminel. « Le sommet est très froid, Marguerite, » dit-elle d'une voix sacre. « J'espère que ton cachemire te tiendra chaud en prison, parce que pour moi, tu es morte en même temps que papa. » Elle continua sa marche vers le bureau de Girard. Elle se sentait vide, mais étrangement légère. Le secret était sorti, le monstre était identifié. Mais alors qu'elle s'apprêtait à signer sa propre déposition, Girard reçut un appel. Son visage se décomposa. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Camille.
C'est Damien, répondit Girard, pesant le téléphone. Il vient d'être retrouvé mort dans sa cellule. Le cœur de Camille s'arrêta. Mort? Comment? Une overdose. Les caméras de surveillance ont eu un problème technique pendant 10 minutes. Quelqu'un a réussi à lui faire passer une dose mortelle. Camille s'effondra sur une chaise. Le choc était trop grand. Damien, son petit frère, l'idiot, le traître. Il était le seul lien qui lui restait avec son enfance. Et maintenant, il était mort. Xavier n'était pas seul, réalisa-t-elle. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus puissant qui ne veut pas que Damien parle. Girard hocha la tête, l'air grave. L'argent des Bahamas n'appartenait pas à Xavier et Camille. Il appartenait à une organisation bien plus vaste. Xavier n'était qu'un lieutenant. En le dénonçant, vous venez de déclarer la guerre à des gens que même la police a du mal à arrêter. Le midpoint twist était complet. Ce n'était plus une simple affaire de drame familial ou de mari infidèle. C'était une conspiration qui touchait aux fondations mêmes de la haute société parisienne. Camille n'était plus seulement une femme trahie cherchant justice, elle était un témoin gênant dans un jeu de pouvoir international. Le silence retomba dans le bureau, plus lourd que jamais. Camille regarda ses mains. Elle ne tremblait plus. Elle savait que le chemin vers la rédemption serait pavé de cadavres et de trahisons encore plus grandes. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle à Girard. « On vous cache » répondit-il, et on prie pour que nous soyons assez rapides pour trouver la tête du serpent avant qu'il ne vous morde de nouveau. Mais au fond d'elle, Camille savait qu'elle ne voulait plus se cacher. Elle voulait brûler tout ce système. Elle voulait que chaque personne impliquée dans la mort de son père et de son frère paye le prix fort. Le vrai complot était révélé. Sa vie n'avait jamais été la sienne. Elle avait été un projet, une expérience de laboratoire pour des financiers sans scrupules. Et elle allait leur montrer que l'expérience avait mal tourné. L'appartement de protection où le commandant Girard avait installé Camille était un espace anonyme, sans âme, situé dans une banlieue discrète de Paris. Les murs étaient peints d'un blanc cassé qui semblait absorber toute trace de joie, et l'odeur de produits désinfectants rappelait à Camille la clinique de Xavier. C'était une ironie cruelle. Pour échapper à son mari, elle se retrouvait enfermée dans un lieu qui sentait le même froid clinique que sa vie passée. Camille était assise près de la fenêtre, observant la pluie fine qui tombait sur le bitume gris. Dans ses mains, elle tenait une vieille photo qu'elle avait réussi à glisser dans son sac avant la perquisition. Elle et Damien, enfant, sur une plage en Normandie. Damien souriait, ses dents de lait encore manquantes, tandis que Camille, déjà protectrice, tenait fermement sa main. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» pensait-elle. « À quel moment le sang est-il devenu du poison ?» Le deuil de Damien n'était pas un deuil classique, c'était un mélange de culpabilité atroce et de colère sourde. Il l'avait trahi, oui, il l'avait vendu, certes, mais il était son frère. Et il était mort seul, dans une cellule froide, assassiné pour protéger un secret dont il n'était qu'un pion. Elle se sentait responsable. Si elle avait été moins dure ce soir-là, si elle lui avait donné l'argent, serait-il encore en vie? Ou serait-il mort plus tard, d'une autre manière? La porte s'ouvrit, brisant le silence. Girard rentra, mais son visage était plus sombre que d'habitude. Il portait une tablette à la main. « Camille, vous devez voir ça, c'est partout sur les chaînes d'information. » Elle prit la tablette. Sur l'écran, le bandeau défilant affichait « Affaire Roche-Lantier, nouvelle révélation choc ». On y voyait Maître Valmont, l'avocat le plus puissant de Paris, célèbre pour défendre les pires crapules du système, s'exprimer devant une forêt de micros. Ma cliente, Madame Marguerite Roche, et son gendre, le docteur Xavier Lantier, sont les victimes d'une machination diabolique orchestrée par Madame Camille Roche, déclarait l'avocat d'une voix calme et autoritaire. Nous disposons de rapports psychiatriques prouvant que Camille Roche souffre d'un trouble de la personnalité dissociative aggravé par une paranoïa clinique depuis la mort de son père. Elle a elle-même organisé le blanchiment d'argent pour tester la loyauté de ses proches, avant de sombrer dans une crise psychotique. Camille sentit un rire nerveux monter dans sa gorge. « Ils disent que je suis folle? C'est leur défense ?»« Ce n'est pas tout, Camille, » murmura Girard. « Regardez la suite. » La vidéo passa à une interview exclusive. Marguerite Roche apparaissait à l'écran, vêtue de noir, le visage ravagé par des larmes qui semblaient pour une fois authentiques. « Ma fille, ma propre fille a tué Damien », sanglotait Marguerite devant la caméra.
Je ne supportais pas qu'il connaisse ses secrets. Elle lui a fait passer cette drogue en prison par un de ses contacts. Elle a toujours été jalouse de lui. Elle est froide, calculatrice. C'est une sociopathe. Elle a détruit mon mari, elle a détruit mon fils, et maintenant elle veut détruire l'homme qui l'a aimé et soigné malgré sa maladie. Camille lâcha la tablette, qui s'écrasa sur le sol. Le bruit du choc résonna comme un coup de feu dans son esprit. « Elle ment, elle sait que c'est faux !» hurla Camille. « Elle était là, à Rambouillet, elle a vu Xavier avec la seringue. » La seringue contenait un sédatif léger, d'après le rapport officiel déposé par Xavier ce matin, expliqua Girard la voix basse. Il prétend qu'il tentait de vous calmer lors d'une crise de violence psychotique. Et Marguerite confirme sa version. Ils ont produit des vidéos de surveillance de votre appartement, Camille. Des vidéos où l'on vous voit parler seul dans votre salon, hurler contre des murs vides. Je n'ai jamais fait ça. Ce sont des deepfakes ou des montages extrêmement sophistiqués, je le sais. Mais pour l'opinion publique et pour le juge d'instruction, vous êtes devenu le suspect numéro 1 de la mort de votre frère. L'autopsie a révélé que la drogue qui a tué Damien provient de votre bureau. On a retrouvé un sachet caché derrière un panneau de bois dans votre bureau privé. Le gaslighting était total. Ce n'était plus seulement Xavier qui l'attaquait, c'était la réalité elle-même qui était en train de se tordre autour d'elle. Ils ne se contentaient pas de l'accuser de crimes financiers, ils étaient en train d'effacer son identité, de transformer sa force en folie, sa douleur en criminalité. « Ils sont en train de me tuer sans verser une goutte de sang », murmura Camille, retombant sur sa chaise. « Si tout le monde dit que je suis folle, même si je crie la vérité, ce ne sera que le cri d'une démente. » Elle ferma les yeux. Un monologue intérieur, noir et poétique, l'envahit comme une marée d'encre. Suis-je vraiment ici, ou suis-je une ombre dans le rêve de quelqu'un d'autre ? Ma mère a enterré son fils avec des mensonges, et maintenant elle creuse ma tombe avec ses larmes de crocodile. Elle a échangé ma vie contre une image de respectabilité. Le sang n'est pas de l'eau, non, c'est de l'acide. Il ronge tout ce qu'il touche. Papa, est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu vois ta vitrine se briser ? Ils disent que je suis une sociopathe parce que j'ai refusé de ramper. Ils disent que je suis paranoïaque parce que j'ai vu les couteaux dans leur sourire. Mais la folie, c'est peut-être de croire encore qu'il existe une justice pour ceux qui sont nés dans des nids de vipères. Soudain, le téléphone de sécurité de Girard sonna. Il répondit, écouta en silence, puis pâlit. « Camille, le juge a signé un mandat d'internement d'office sur demande de votre mère et de votre mari, appuyé par le rapport de l'avocat. Ils prétendent que vous êtes un danger pour vous-même. La police arrive ici. Vous ne pouvez pas les laisser faire, vous êtes le commandant Girard. » Je suis dessaisie de l'affaire, Camille. La hiérarchie m'a mis à pied pour faute de procédure lors de l'intervention à Rambouillet. Ils disent que j'ai agi sans mandat valide et que j'ai mis en danger la vie de citoyens respectables. Je ne peux plus rien pour vous officiellement. La trahison était désormais systémique. L'organisation dont Girard parlait avait des bras assez longs pour paralyser la police elle-même. Quelques minutes plus tard, des sirènes retentirent. 2 voitures de police et une ambulance s'arrêtèrent devant l'immeuble. Camille ne lutta pas. Elle se laissa emmener, les mains libres mais le cœur enchaîné. Elle fut conduite non pas en prison, mais à la clinique Sainte-Marie, un établissement psychiatrique privé de luxe dont Javier Lantier était l'un des principaux donateurs. Le soir même, Camille se retrouva dans une chambre capitonnée, vêtue d'une blouse blanche informe. La porte s'ouvrit et Javier entra. Il n'avait plus de menottes. Il portait sa blouse de médecin, impeccable, un stéthoscope autour du cou. Il s'approcha d'elle avec une sollicitude effrayante. « Comment te sens-tu, Camille ? Tu as l'air fatiguée. C'est normal, la crise que tu as traversée a été très éprouvante pour ton système nerveux. » Camille le regarda, une étincelle de mépris pur brillant encore dans ses yeux. « Tu as gagné, Javier ? C'est ça que tu veux entendre ?» Il s'assit sur le bord du lit, lui prenant la main. Elle tenta de la retirer, mais il serra fort, son regard devenant dur. « Il n'est pas question de gagner, ma chérie. Il est question de te soigner. Tout le monde pense que tu as perdu la tête, ta mère, tes employés, la presse. Tu es la veuve noire qui a tué son frère et accusé son mari. Personne ne te croira jamais.
Si tu parles, on dira que c'est un symptôme de ta maladie. Et si je reste silencieuse? Alors tu resteras ici, au calme, nous prendrons soin de tes affaires. Ton cabinet sera géré par une fiducie dont je suis le président. Ta mère aura sa rente. Et Damien, Damien sera enterré demain. Tu ne pourras pas assister aux funérailles, bien sûr, trop instable. Le cœur de Camille se brisa à cette mention. Ne pas pouvoir dire adieu à son frère, même après tout ce qu'il avait fait, était la torture ultime. Tu es un monstre, Javier. Un monstre élégant, mais un monstre quand même. Javier sourit, un sourire de victoire totale. Le monde appartient aux monstres qui savent porter un costume, Camille. Les gens préfèrent croire à un beau mensonge qu'à une vérité laide. Ils préfèrent croire que tu es folle plutôt que de croire que leur chirurgien préféré est un assassin. Il se leva et se dirigea vers la porte. Dors un peu. L'infirmière va passer pour ta première injection de traitement. Un nouveau protocole que j'ai personnellement conçu pour toi, pour t'aider à oublier tes délires. « Javier !» cria-t-elle alors qu'il allait sortir. Il se retourna. « Tu as oublié une chose » dit-elle d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. « Mon père n'est pas mort tout de suite. Il a eu le temps de me donner une clé. Pas une clé USB, une vraie clé, celle d'un coffre que tu n'as jamais trouvé. » Le visage de Javier se figea un instant, une fissure dans sa perfection. « Tu mens, on a tout fouillé. » « Tu as fouillé ce que tu voyais, mais mon père connaissait ta cupidité. Il savait que tu chercherais de l'argent. Il n'a pas caché d'argent dans ce coffre, Javier. Il y a caché ta faim. » C'était un coup de bluff désespéré, mais Camille vit l'ombre de doute passer dans l'esprit de son mari. Elle venait de planter une graine de paranoïa dans l'esprit du maître du gaslighting. « On verra ce qu'il reste de tes secrets après quelques semaines de traitement, » répliqua-t-il froidement, avant de claquer la porte. Camille se retrouva seule dans le silence blanc de sa cellule. Elle s'allongea sur le sol, sentant le froid du carrelage contre sa joue. Elle n'avait pas de clé, elle n'avait rien. Elle était au point mort, accusée de meurtre, internée et détestée par le monde entier. Mais dans ce vide absolu, elle sentit quelque chose de nouveau. Une force qui ne venait pas de sa réussite ou de son argent. Une force qui venait de sa haine. Il l'avait dépouillée de son nom, de son frère, de sa liberté. Il ne pouvait plus rien lui prendre. « Vous voulez que je sois folle ?» pensa-t-elle en fixant le plafond. « Alors je serai votre pire cauchemar. Je serai la folle qui brûlera votre asile. » L'infirmière entra quelques minutes plus tard avec un chariot. Camille ne résista pas. Elle tendit son bras, mais son regard restait fixé sur la porte. Le gaslighting avait échoué sur un point. Camille ne doutait pas d'elle-même. Elle savait qui elle était, et elle savait qu'elle allait les détruire, même si elle devait pour cela descendre jusqu'au tréfonds de l'enfer. Le silence de la clinique Sainte-Marie n'était pas celui d'une église ou d'une bibliothèque. C'était un silence chimique, une absence de son imposée par les molécules qui coulaient désormais dans les veines de Camille. Depuis son internement, le temps s'était liquéfié. Les jours et les nuits n'étaient plus des cycles de lumière et d'ombre, mais des nuances de gris perçues à travers un brouillard permanent. Camille était assise sur le carrelage froid de sa chambre, le dos contre le mur capitonné. Ses mains, autrefois si précises lorsqu'elle dessinait des plans complexes, tremblaient maintenant d'un spasme léger et ininterrompu. C'était l'effet secondaire du traitement de Xavier. Il ne voulait pas seulement l'enfermer, il voulait effacer l'architecte pour ne laisser qu'une enveloppe vide. « Je m'efface », pensa-t-elle, sa voix intérieure sonnant comme un écho lointain au fond d'un puits. « Les murs absorbent mes souvenirs, le blanc mange mes couleurs. Hier, j'ai oublié le nom de mon premier associé. Ce matin, j'ai lutté pendant 1 heure pour me rappeler l'odeur du parfum de mon père. Est-ce cela, mourir ? Perdre ses ancres une par une jusqu'à ce que l'on dérive dans l'oubli ? » Elle se laissa glisser sur le côté, sa joue pressée contre le sol. Elle pleura, mais c'étaient des larmes sans sanglots, des larmes de fatigue absolue. Elle était au point le plus bas de son existence. Elle avait perdu sa galerie, sa réputation, son mari, sa mère et son frère étaient sous terre. Elle n'était plus Camille Roche, la femme d'influence. Elle était la patiente numéro 402,
une femme dont la parole ne valait plus rien. Soudain, la petite lucarne de la porte s'ouvrit. Un plateau repas fut glissé à l'intérieur, suivi d'un exemplaire du journal Le Figaro. C'était une cruauté délibérée de Xavier, lui laisser voir le monde qu'elle avait perdu. Camille rampa vers le journal. En première page, une photo immense, les funérailles de Damien Roche. On y voyait Xavier, le visage grave, soutenant Marguerite, éplorée sous un voile de dentelle noire. Ils étaient l'image même de la dignité dans le deuil. L'article mentionnait « Une cérémonie intime pour le jeune prodige disparu, loin des scandales causés par sa sœur aînée, toujours hospitalisée pour troubles psychotiques graves. » Un cri sourd s'échappa de la gorge de Camille. Ils l'avaient enterré. Ils avaient mis son frère dans la terre sans qu'elle puisse lui demander pardon, sans qu'elle puisse lui dire qu'elle l'aimait malgré tout. La douleur physique fut si intense qu'elle crut que son cœur allait littéralement se briser dans sa poitrine. Elle déchira le journal avec ses dents, avec ses ongles dans un accès de rage impuissante, avant de s'effondrer sur les lambeaux de papier. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit. Ce n'était pas une infirmière, c'était Marguerite. Sa mère entra, vêtue d'un tailleur noir impeccable, une odeur de lys et de regret flottant autour d'elle. Elle regarda sa fille au sol, entourée de débris de journaux, et un éclair de dégoût traversa ses yeux avant d'être remplacé par une pitié feinte. « Regarde-toi, Camille, regarde ce que tu as fait de toi-même », dit Marguerite en s'asseyant sur l'unique chaise en plastique de la pièce. Camille leva les yeux, ses cheveux emmêlés cachant une partie de son visage livide. « Tu as osé venir ici, après l'avoir enterré comme un secret honteux ? Nous avons donné une belle cérémonie, Camille, une dignité que tu aurais pu lui ôter avec tes délires. Xavier a été merveilleux, il a tout payé. Xavier l'a tué, maman, il l'a tué pour qu'il ne parle pas, et tu le sais, tu étais là. » Marguerite se pencha en avant, son visage devenant un masque de pierre. « Ce que je sais, c'est que mon fils est mort et que ma fille est folle. C'est la seule vérité qui me permet de sortir de chez moi sans être couverte de honte. Si je reconnais que Xavier est un monstre, alors je dois reconnaître que j'ai laissé un monstre entrer dans notre lit, dans notre famille, dans nos comptes. Je préfère te croire malade que de me savoir complice. »« Tu préfères me sacrifier, » articula péniblement Camille. « Tu es déjà sacrifiée, ma chérie. Le monde t'a oublié. J'ai signé les documents ce matin. Xavier est désormais le gestionnaire unique de l'héritage Roche. En échange, il m'assure une fin de vie confortable. C'est le prix de mon silence et c'est le prix de ton confort ici. » Marguerite se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta un instant, la main sur la poignée. « Ne cherche plus à te battre, Camille. Accepte les médicaments. Oublie qui tu étais. C'est la seule façon pour toi de ne plus souffrir. » La porte se referma. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Camille resta prostrée. C'était le fond du gouffre. Sa propre mère venait de lui dire que son confort financier valait plus que la vie de ses enfants. « Tout est fini, » pensa Camille. « Il n'y a plus de lumière, plus de justice, juste le blanc, le froid et le poison. » Elle ferma les yeux, souhaitant ne plus jamais les ouvrir. Elle se laissa sombrer dans une léthargie profonde, là où la douleur ne pouvait plus l'atteindre. Elle passa ainsi ce qui semblait être des jours, refusant de manger, parlant à peine aux infirmières qui venaient lui faire ses injections. Mais une nuit, alors que la clinique était plongée dans une semi-obscurité, Camille fut réveillée par un contact sur son épaule. Elle sursauta, pensant que c'était Xavier, revenu pour une ultime torture. C'était une infirmière de nuit, une femme d'une 60aine d'années, nommée Agathe, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Agathe lui mit un doigt sur les lèvres pour lui intimer le silence. « Ne prenez pas les comprimés demain matin, » murmura l'infirmière d'une voix rauque. « Cachez-les sous votre langue et jetez-les. »« Pourquoi ?» demanda Camille, sa voix brisée. « J'ai connu votre père, monsieur Philippe Roche. J'étais l'infirmière qui s'est occupée de lui lors de sa dernière nuit à l'hôpital général, avant que le docteur Lantier ne le fasse transférer ici en secret. » Camille se redressa, l'adrénaline brûlant soudainement le brouillard chimique de son cerveau. « En secret ? On m'a dit qu'il était mort à l'hôpital général d'une crise cardiaque. » « Non, ma petite, il a été amené ici, dans cette aile même. Le docteur Lantier prétendait qu'il avait fait une tentative de suicide et qu'il avait besoin de soins psychiatriques. Mais votre père, il savait ce qui allait lui arriver. Il m'a donné quelque chose pour vous. Il m'a fait jurer de ne vous le donner que si vous vous retrouviez un jour dans la même situation que lui. »
Agathe sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un morceau de gaz stérile. Elle le posa dans la main de Camille. C'était une bague, la chevalière de son père, celle qu'il ne quittait jamais. On lui avait dit qu'elle avait été perdue lors de son transport à la morgue. « Regardez à l'intérieur », dit Agathe avant de s'éclipser rapidement dans le couloir. Camille examina la bague à la lueur blafarde de la veilleuse de sa chambre. Sous la saleté et les années, elle vit une petite charnière presque invisible. Elle utilisa l'ongle de son pouce pour l'ouvrir. À l'intérieur du chaton de la bague, il n'y avait pas de compartiment à poison, mais une minuscule pellicule de microfilm et un mot gravé au laser. « Pardon ». Les larmes montèrent aux yeux de Camille, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de feu. Son père n'était pas un simple complice, il avait tenté de se racheter, il lui avait laissé l'arme du crime. Il a laissé la preuve, comprit-elle, le microfilm, les comptes originaux, les noms, peut-être même une confession. Le choc de cette découverte agit comme un électrochoc. La paranoïa de Xavier n'était pas infondée. Il savait que Philippe Roche avait caché quelque chose, mais il ne savait pas quoi ni où. Camille se redressa. Ses jambes étaient encore faibles, mais son esprit était soudainement d'une clarté de diamant. Elle regarda le reflet dans le miroir dépoli de la salle de bain. Elle vit une femme brisée, pâle, aux yeux cernés, mais elle vit aussi quelque chose que Xavier n'avait pas pu effacer, la volonté de faire des Roches. « Tu as tout pris, Xavier, mon argent, ma maison, mon frère, ma mère. Tu as cru que je t'avais réduite à néant, mais tu as oublié une chose, celui qui n'a plus rien à craindre. » Elle passa le reste de la nuit à faire des exercices mentaux, récitant des poèmes, des formules mathématiques, des plans de bâtiments, luttant pour reconquérir chaque centimètre carré de son intelligence colonisée par les médicaments. Elle se força à se souvenir de chaque détail de Xavier, de chaque intonation de sa voix, transformant sa douleur en une cartographie de guerre. Le lendemain matin, quand l'infirmière habituelle apporta le plateau avec les sédatifs, Camille joua son rôle à perfection. Elle simula la léthargie, ouvrit la bouche docilement, cacha les comprimés sous sa langue et les recracha dès que la porte fut fermée. Elle fit ainsi le lendemain et celui d'après. Chaque heure sans drogue était une victoire. Sa force revenait. Elle commença à observer les routines du personnel, à noter les codes d'accès des portes, à repérer les angles morts des caméras. Elle était au point le plus bas, oui, mais elle était comme un plongeur qui a touché le fond de l'océan. La seule direction possible désormais était vers le haut, et la remontée serait fulgurante. « Préparez-vous », pensa-t-elle en regardant le ciel gris par sa lucarne. « Préparez-vous à voir la folle se réveiller, et cette fois, aucun médicament ne pourra m'arrêter. » Elle se mit à genoux sur le sol de sa cellule, non pas pour prier, mais pour s'entraîner. Elle fit des pompes, des abdominaux, repoussant les limites de son corps affaibli. La douleur physique était une amie, elle lui rappelait qu'elle était encore en vie. Elle passa des heures à étudier le microfilm avec une loupe improvisée à partir d'un fragment de verre de lunette qu'elle avait trouvé et poli secrètement. Ce qu'elle vit y-dedans dépassait ses pires craintes. Ce n'était pas seulement une affaire de blanchiment, c'était un réseau de corruption qui touchait des magistrats, des politiciens et des directeurs de banque. Xavier n'était que le médecin de ce système malade. Elle avait la bombe. Il ne lui restait plus qu'à trouver le moyen de sortir de ce bunker pour déclencher l'explosion. « Damien », chuchota-t-elle dans l'obscurité, « je ne t'ai pas sauvé, mais je vais te venger. Je vais tous nous venger. » Le chapitre de la tristesse était clos. Celui de la fureur venait de s'ouvrir. Le temps de la soumission était révolu. Dans les veines de Camille, ce n'était plus le poison de Xavier qui coulait, mais un mélange d'adrénaline pure et de glace noire. Elle n'était plus une victime, elle était une architecte en train de planifier la démolition de son propre enfer. Minuit sonna au clocher lointain de la ville. Agathe, l'infirmière fidèle à la mémoire de son père, fit glisser un double des clés magnétiques sous le plateau de la collation nocturne. Camille ne trembla pas. Elle se leva, ses mouvements fluides, presque félins. Elle avait passé les 3 dernières nuits à cartographier chaque angle mort des caméras de surveillance, utilisant ses connaissances en conception spatiale pour identifier les failles structurelles de la clinique Sainte-Marie. « Tu as bâti cette prison avec ton argent, Xavier », pensa-t-elle en se glissant dans le couloir sombre. « Mais j'ai appris à lire les plans avant même que tu ne saches tenir un scalpel. » Elle traversa l'aile psychiatrique comme une ombre. Elle ne portait plus sa blouse de patiente, mais l'uniforme d'infirmière qu'Agathe avait caché dans les vestiaires de service. À chaque bip de porte, son cœur cognait contre ses côtes,
mais son esprit restait d'une clarté de diamant. Elle atteignit la sortie de secours du sous-sol, celle qui donnait sur les cuisines. Elle savait que le code de sécurité n'avait pas été changé depuis 6 mois, une négligence typique d'une administration trop sûre d'elle-même. Une fois dehors, l'air frais de la nuit percuta son visage. C'était l'odeur de la liberté, mais aussi celle de la guerre. Elle ne s'enfuit pas pour se cacher. Elle avait un rendez-vous. 2 heures plus tard, devant l'hôtel Intercontinental, le gratin de la société parisienne se pressait pour le Gala de la Renaissance. C'était l'événement de l'année, une soirée de charité organisée par Xavier Lantier et Marguerite Roche, officiellement pour lever des fonds pour la santé mentale, officiellement pour célébrer leur prise de contrôle totale sur l'Empire Roche. Camille descendit d'un taxi à 1 rue de là. Grâce à Agathe, elle avait pu contacter le commandant Girard sur sa ligne privée. Il l'attendait dans une voiture banalisée. « Camille, c'est de la folie », murmura Girard en lui tendant un dossier. « Si vous entrez là-dedans, je ne pourrai pas vous protéger avant que le procureur n'ait vu les preuves. »« Je n'ai pas besoin de protection, commandant. J'ai besoin d'une audience. Vous avez le microfilm ? » ?»« Oui, mes services l'ont décrypté. C'est une bombe, Camille. Votre père a enregistré chaque transaction, chaque nom. Xavier n'est qu'un pion. Le réseau remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur. C'est pour ça qu'ils ont tué Damien. Il allait parler. » Camille prit le dossier. Ses yeux brûlaient d'une lueur sombre. « Alors montrons-leur ce qui arrive quand on essaie d'enterrer une roche. » Elle s'était transformée. Elle portait une robe de soirée noire, d'une élégance funèbre qu'elle avait récupérée dans l'un de ses anciens appartements de fonction dont Xavier ignorait l'existence. Son visage était pâle, ses lèvres peintes d'un rouge sang, et son regard était celui d'une femme qui revenait d'entre les morts. À l'intérieur de la salle de bal, sous les lustres de cristal, Xavier Lantier trônait sur une estrade. Il était radieux, ajustant ses boutons de manchette en or, le sourire carnassier. À ses côtés, Marguerite, couverte de diamants qui semblaient peser plus lourd que sa conscience, jouait les veuves éplorées, mais dignes. « Mesdames et messieurs, » commença Xavier, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Ce soir, nous honorons la mémoire de Damien Roche et nous prions pour le rétablissement de mon épouse, Camille, qui lutte bravement contre ses démons intérieurs. La Fondation Renaissance est là pour transformer la tragédie en espoir. Soudain, les grandes portes doubles au fond de la salle s'ouvrirent avec un fracas qui fit taire l'assistance. Le silence se fit instantanément. Les têtes se tournèrent. Au bout du tapis rouge, seule, Camille Roche avançait. Chaque pas de ses talons aiguilles résonnait comme un glas sur le marbre. Les invités s'écartèrent, un murmure de stupeur parcourant la foule. C'est elle ? La folle est là ? Regardez son visage. Xavier se figea, le micro à la main. Marguerite laissa échapper son verre de champagne qui se brisa au sol. « Tu as toujours dit que j'étais une belle vitrine, Xavier, » lança-t-elle, d'une voix qui porta jusqu'au fond de la salle, froide et tranchante comme une lame de rasoir. « Il est temps que tu vois ce qu'il y a derrière le verre. »« Camille » bégaya Xavier, tentant de reprendre contenance. « Garde, sécurité, mon épouse est en pleine crise, aidez-la !» 2 agents de sécurité s'avancèrent, mais Xarar et 4 policiers en civil barrèrent le passage, leurs insignes bien en vue. « Personne ne bouge », ordonna Xarar. Camille monta sur l'estrade, faisant face à son mari. L'odeur du luxe, du parfum coûteux et de l'hypocrisie lui donnait la nausée, mais elle ne cilla pas. « Tu as tué mon père pour son argent, Xavier. Tu as tué mon frère pour son silence, et tu as essayé de me tuer en me volant mon esprit. Mais regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui a oublié ?» Xavier tenta un dernier coup de bluff. Il s'approcha d'elle, baissant la voix pour que seuls eux deux s'entendent. « Tu es finie, Camille. Même si tu parles, tu es une patiente psychiatrique évadée. Personne ne te croira. Tes preuves sont des délires des schizophrènes. » Camille esquissa un sourire qui fit reculer Xavier. Un sourire de pure prédation. « C'est ce que tu crois ? Regarde derrière toi. » Sur l'écran géant qui devait projeter le film promotionnel de la Fondation, une image apparut soudainement. Ce n'étaient pas des paysages de bienfaisance, c'était une grille de tableur Excel, des scans de contrats notariés et surtout une vidéo granuleuse. C'était la confession filmée de Philippe Roche, enregistrée quelques heures avant sa mort. « Si vous voyez ceci, c'est que Xavier Lantier m'a tué », disait la voix fatiguée de son père à l'écran. « Il a détourné les fonds du cartel pour acheter le silence de ma femme, Marguerite.
Ma fille Camille est innocente de tout, elle est le seul sang pur qui reste dans cette famille. » Un cri d'horreur s'éleva de la foule. Les flashs des photographes commencèrent à crépiter comme des mitrailleuses. L'opinion publique, ce monstre que Xavier avait si bien dompté, venait de se retourner et de lui arracher la gorge. Camille se tourna vers sa mère, qui s'était effondrée sur un fauteuil, cachant son visage dans ses mains. « Regarde-moi, maman !» hurla Camille. « Regarde le prix de tes diamants. Tu as vendu tes enfants pour un appartement à Neuilly et un rang social de façade. Damien est mort par ta faute. Chaque centime que tu as dépensé ce mois-ci est imprégné du sang de ton fils. »« Camille, je t'en supplie !» gémit Marguerite. « Savage ? Non, maman, je ne suis pas sauvage. Je suis juste la conséquence de tes actes. Tu voulais être au sommet, bienvenue au sommet de ta ruine. À partir de ce soir, tu n'as plus de fille, tu n'as plus de nom, tu n'es qu'une ligne budgétaire dans un dossier criminel. » Xavier, acculé, perdit toute trace d'élégance. Son visage se tordit, révélant la bête qui vivait en lui. Il attrapa un couteau à steak sur une table voisine et se jeta sur Camille dans un élan de folie pure. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura !» hurla-t-il. La foule cria. Camille ne bougea pas. Elle le regardait venir, sans peur. Au moment où il allait l'atteindre, Girard intervint, le plaquant violemment contre le pupitre. Le couteau vola à travers la pièce. « Xavier Lantillet, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, complicité de blanchiment d'argent et administration de substances vénéneuses », tonna Girard en lui passant les menottes. Xavier, le visage écrasé contre le bois verni de l'estrade, continuait de hurler des insultes. Camille s'approcha de lui, se penchant pour murmurer à son oreille, tout comme il l'avait fait dans sa cellule. « Tu sais ce qu'est la vraie folie, Xavier ? C'est de croire qu'on peut posséder une femme comme on possède un immeuble. Tu as essayé de briser ma vitrine, mais tu as fini par te vider de ton sang sur les éclats de verre. » Elle se redressa, balayant la salle du regard. Les gens qu'elle avait côtoyés, ceux qui l'avaient jugée, ceux qui l'avaient abandonnée, tous baissaient les yeux. Elle était la seule figure de vérité dans cette salle remplie de spectres. Elle descendit de l'estrade. Elle ne regarda pas Marguerite qui rampait vers elle. Elle ne regarda pas Xavier qu'on emmenait. Elle marcha droit vers la sortie, sa robe noire flottant derrière elle comme une traîne de cendres. Alors qu'elle franchissait les portes du gala, elle s'arrêta un instant devant un grand miroir doré dans le hall. Elle vit une femme fatiguée, une femme qui avait tout perdu, mais dont les yeux brillaient d'une force indestructible. « C'est fait, papa, c'est fait, Damien », pensa-t-elle. Elle sortit sur la place de la Concorde. La pluie avait cessé, l'air était pur. Elle sentit pour la première fois depuis des années qu'elle pouvait respirer sans que l'air ne lui brûle les poumons. Mais alors qu'elle s'éloignait, Girard la rattrapa. « Camille, attendez. » Elle se retourna. « Nous avons trouvé autre chose dans les fichiers du microfilm, » dit Girard, l'air grave. « Quelque chose que vous devez savoir avant que la presse ne s'en empare. »« Quoi encore ? » ?»« Votre frère, Damien. Il n'est pas mort d'une overdose. Il a été étouffé. Et la personne qui a payé le garde pour le faire, ce n'était pas Xavier. » Camille sentit le monde osciller de nouveau. « Quoi alors ?» Girard lui montra une signature sur un transfert bancaire occulte effectué depuis le compte de la Fondation 10 minutes avant la mort de Damien. Le nom sur le virement était le nom de l'avocat, Maître Valmont, mais l'ordre de mission portait un scell privé, celui de la propre société de conseil de Camille, signé avec sa griffe digitale, réactivée depuis un ordinateur en Suisse. Le payback n'était pas terminé. Le serpent avait plusieurs têtes et la plus dangereuse était encore dans l'ombre, utilisant son propre nom pour commettre l'impérable. Camille regarda les lumières de Paris. La ville lumière lui semblait désormais un labyrinthe d'ombre. La confrontation finale n'était qu'un début. Elle avait décapité le lieutenant, mais le général l'attendait de l'autre côté de la frontière. Le soleil se levait sur un Paris lavé par la pluie de la veille. Pour Camille, ce n'était pas seulement une nouvelle journée. C'était le premier jour d'une vie dont elle n'était plus la spectatrice, mais l'unique architecte. Les gros titres des journaux jonchaient les tables des cafés. Chute de l'Empire Rauch, le scandale du gala, la résurrection de Camille. Mais elle ne les regardait pas. Elle marchait sur les quais de Seine, emmitouflée dans un manteau de laine grise, cherchant le silence dans le tumulte d'une ville qui s'éveillait. Avant de clore ce chapitre de sang, Camille devait affronter une dernière ombre. Elle se rendit à la prison pour femmes de Versailles. Marguerite Rauch n'était plus que l'ombre d'elle-même. Privée de ses diamants, de ses soins esthétiques et de son prestige, elle ressemblait à une vieille femme égarée. Dans le parloir froid, Marguerite pleurait, ses mains ridées tremblant sur la table.
Camille, ma chérie, tu dois me sortir d'ici. Valmont a dit qu'il pouvait arranger les choses si tu retirais ta plainte. On peut tout recommencer, toi et moi. On peut vendre le cabinet, partir sur la Côte d'Azur. Camille regarda sa mère avec une distance qui lui fit l'effet d'une décharge électrique. Elle ne ressentait plus de colère, seulement une lassitude infinie. Tu parles encore d'argent, maman. Même ici, entre ces murs gris, ton seul langage est celui de la transaction. Tu ne m'as pas demandé comment je me sentais après les injections de Xavier. Tu ne m'as pas demandé si j'avais encore mal. J'ai fait ce qu'une mère doit faire pour protéger le nom de la famille, s'emporta Marguerite, une étincelle de son ancienne arrogance réapparaissant. Non, répliqua Camille d'une voix save et calme. Tu as fait ce qu'une lâche fait pour protéger son confort. Tu n'as jamais été une mère, Marguerite. Tu as été une gardienne de musée, veillant sur une collection de faux-semblants. Ton fils est mort dans une cellule à cause de ton ambition. Mon père est mort par ton silence. À partir de ce soir, tu es morte pour moi. Tu ne peux pas me laisser ici, hurla Marguerite alors que les gardes l'emmenaient. Je suis ta mère. Tu es la femme qui a donné naissance à ma douleur, conclut Camille sans se retourner. Le virement suisse que tu as aidé Valmont à organiser pour tuer Damien, c'est le dernier clou de ton cercueil. Adieu, Marguerite. Que ton luxe imaginaire te tienne compagnie dans la solitude. Il restait Maître Valmont, l'homme qui se croyait au-dessus des lois, le cerveau qui utilisait les signatures numériques comme des armes de guerre. Camille se rendit dans son cabinet luxueux du 8e arrondissement. Elle n'était pas accompagnée de la police. Elle entra seule, son dossier sous le bras. Valmont l'accueillit avec un sourire condescendant, ses pieds posés sur un bureau en acajou. « Madame Roche, je suppose que vous venez négocier votre reddition ? Le virement suisse effectué avec votre clé numérique vous lie directement à l'assassinat de votre frère. Si vous parlez, vous coulez avec nous. » Camille s'assit, croisa les jambes et posa son téléphone sur le bureau. Elle affichait un calme qui commençait à inquiéter l'avocat. « Vous êtes un excellent juriste, maître, mais un piètre architecte. Vous avez oublié que chaque système, aussi sécurisé soit-il, possède une porte dérobée. De quoi parlez-vous ? Le serveur suisse que vous avez utilisé appartient à une ancienne filiale de mon père. Ce que vous ignoriez, c'est que mon père, dans sa paranoïa, avait installé un logiciel de traçage physique. Le virement n'a pas été ordonné par moi. Il a été ordonné depuis cet immeuble, à cette adresse précise, via votre réseau privé. Et le plus drôle, j'ai l'enregistrement vidéo de la caméra de sécurité de votre propre couloir montrant votre assistant entrer dans la salle des serveurs à l'heure exacte du crime. » Valmont devint livide. Il tenta de saisir son téléphone, mais Camille fut plus rapide. « Ne vous donnez pas cette peine. Le commandant Girard est déjà en train de perquisitionner votre domicile. J'ai envoyé les preuves il y a 1 heure. Vous avez cru pouvoir utiliser mon identité pour couvrir un meurtre ? Vous avez sous-estimé la capacité d'une folle à se souvenir de chaque détail technique de son entreprise. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça, » murmura Valmont, la voix brisée. « Oh si. Et vous savez pourquoi ? Parce que contrairement à vous, je n'ai plus rien à perdre. Vous tenez à votre réputation, à votre carrière, à votre liberté. Moi, j'ai déjà été en enfer, et j'en suis revenue avec un lance-flamme. » Elle se leva, rangeant ses affaires. « À bientôt en cour d'assises, maître. J'espère que vous avez un bon avocat. On dit que les meilleurs sont difficiles à trouver quand on n'a plus de quoi les payer. » Le procès qui suivit fut le plus médiatisé de la décennie. Xavier Lantier fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de Philippe et Damien Roche. Maître Valmont et Marguerite Roche reçurent de lourdes peines pour complicité et blanchiment. L'Empire Roche, bâti sur le sang et le mensonge, fut démantelé. Les actifs furent saisis pour indemniser les victimes du cartel. Camille aurait pu se battre pour garder une partie de sa fortune. Ses avocats lui disaient qu'elle pouvait prouver sa bonne foi et sauver au moins sa galerie et son appartement. Mais elle fit un choix qui stupéfia tout le monde. Elle signa un acte de renonciation totale. Elle vendit ses bijoux, ses robes de créateur, ses meubles de prix, et versa l'intégralité de la somme à des fondations d'aide aux victimes de violences familiales et de spoliation. 6 mois plus tard, on retrouvait Camille dans un petit quartier populaire du 18e arrondissement.
Elle n'habitait plus un palais de marbre, mais un modeste studio sous les toits, baigné de lumière naturelle. Elle avait ouvert un petit atelier de dessin. Elle n'acceptait plus de contrats pour des milliardaires. Elle travaillait désormais sur des projets de logements sociaux et des espaces de vie pour les femmes en difficulté. Elle se tenait devant sa planche à dessin, un crayon à la main. Ses mains ne tremblaient plus. Ses yeux avaient retrouvé cette étincelle de passion, mais une passion plus douce, plus ancrée dans le réel. « J'ai passé ma vie à construire des murs pour isoler les gens du monde », pensait-elle en traçant une ligne fluide sur son papier. « J'ai cru que la perfection était une protection, mais la perfection est une prison. La vraie beauté réside dans les fissures, là où la lumière peut enfin entrer. » Elle sortit sur son petit balcon. En face, au cimetière de Montmartre, elle pouvait voir au loin la tombe de son père et de Damien. Elle y allait chaque semaine, non plus pour pleurer, mais pour leur raconter ses journées. Elle leur avait pardonné, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'elle méritait la paix. Le téléphone sonna. C'était Girard. « Camille, je voulais juste vous dire que Xavier a épuisé tous ses recours. Il ne sortira jamais. Et nous avons récupéré les derniers croquis de votre frère. Il dessinait beaucoup en prison. Je vous les apporte ? » « Oui, commandant, merci. On boira un café ? » ?»« Avec plaisir. » Elle raccrocha et sourit. Un vrai sourire. Elle n'était plus la veuve noire, ni la héritière maudite, ni la patiente 402. Elle était Camille, simplement Camille. Elle se rappela alors les paroles de son père dans la vidéo. « Le sang n'est pas de l'eau. » Elle savait maintenant qu'il avait tort. Le sang est un lien, certes, mais il n'est pas une fatalité. On peut choisir sa famille. On peut choisir ses fondations. Elle reprit son crayon et écrivit une phrase en haut de son nouveau plan d'architecte, le projet d'un centre d'accueil pour orphelins. On ne bâtit rien des solides sur un mensonge, mais on peut tout reconstruire sur une vérité, aussi brutale soit-elle.